Bonjour à tous, je m'appelle Maximilien Bachelin, je suis docteur en psychologie et psychothérapeute. Habituellement, je mène des consultations à mon cabinet privé, des supervisions d'équipe en protection de l'enfance et des conférences publiques ou des interventions radiophoniques. Pour le coup, je vais faire un premier enregistrement pour vous parler de l'impact du confinement ou qu'on appelle également quarantaine. La quarantaine, c'est une séparation et une restriction de mouvement en vue de pouvoir protéger et contenir d'une contagion, évidemment pour soi, mais également pour les autres. Ça n'est pas un isolement, qui est un terme qu'on utilise à partir d'un diagnostic pour séparer aussi bien les personnes atteintes d'une pathologie que les personnes saines. Le terme de quarantaine, il provient de l'italien, du terme quaranta, qui signifie les 40 jours approximatifs du carême. Il a été utilisé en 1180 en France et en 1127 à Venise lors de la propagation de la lèpre. La quarantaine, elle est souvent vécue comme une expérience déplaisante, euh, par une séparation des gens que l'on aime, des endroits que l'on affectionne. Il y a un effet dû à la perte de liberté, bien évidemment, de l'incertitude quant au fait d'être porteur d'une maladie ou de l'avoir transmise. Les sentiments d'ennui peuvent arriver assez rapidement, sachant que la quarantaine prévue est de 15 jours et qu'a priori elle sera plus de 30 jours à 45 jours. On constate dans les études épidémiologiques qu'il y a une augmentation tout de même des risques suicidaires, ce qui nous prouve bien que le contact social est un facteur protecteur important. Des émotions négatives surgir plus facilement. On peut prendre l'exemple de la colère, des conduites inciviques, avec cette sensation finalement de ce qu'on pourrait appeler à quoi bon s'ennuyer, à quoi bon respecter les limitations de vitesse, et puis tout ce que l'on sait sur les conduites des citoyens dans les supermarchés. On peut aussi noter la possibilité d'une augmentation des violences et malheureusement intrafamiliales puisque le confinement concerne prioritairement les familles entre elles. Des études précédentes sur le SRAS ont montré que la quarantaine ou le confinement a créé des sentiments, plutôt des symptômes de stress aigu. Et dans cette étude, on s'est attelé à regarder plus précisément ce qui se passait pour le personnel soignant. Et on a rapporté qu'au bout d'un moment, il y avait un fort niveau d'épuisement, un détachement progressif face aux autres, un taux d'anxiété de plus en plus accru et surtout face aux patients les plus fébriles, les plus en dépendance, de l'irritabilité, des symptômes d'insomnie, des troubles du sommeil d'une manière plus générale, des difficultés à pouvoir se concentrer et parfois une indécision qui pourrait affecter le travail et une réticence à travailler, voire un sentiment de résignation. Dans une autre étude, les effets se feraient sentir presque 3 ans plus tard et étaient souvent reliés à un état de stress post-traumatique. Dans cette étude australienne, on s'est rendu compte que 34% du personnel soignant australien montrait des signes de détresse psychologique, contre 12% par rapport à la population générale. Euh, cette histoire de confinement nous confronte à l'idée de mort, bien entendu, et est amenée à changer notre regard sur la vie. C'est lié à l'incertitude du lendemain. Ça va nécessiter une sorte de mise à jour forcée sur la façon de vivre. Euh, les tendances à l'hypocondrie sont de plus en plus importantes, c'est-à-dire que quand on est une personne sujette à des angoisses liées à la possibilité d'être malade, bien évidemment le confinement ne va pas améliorer les choses. On peut aussi avoir des sentiments de culpabilité, notamment de ne pas avoir pris les mesures à temps, puisque dans le cas de la France, évidemment, les gens ont mis plus de temps à réaliser le sérieux de cette situation. Il peut y avoir également une méfiance envers les autres, avec cet effet de stigmatisation. On n'irait pas vers les jeunes, mais on n'irait pas non plus vers les personnes âgées, donc en fait tout le monde s'éloignerait un peu plus. Le jugement peut être altéré dans ce sentiment de panique. On peut avoir des conduites paradoxales et en groupe d'autant plus. Voyant que les gens font quelque chose, on est amené plus facilement à le faire. Donc on peut se ruer plus facilement à la boulangerie, être tous collés dans une file, mais en même temps, à côté de ça, se laver les mains 20 fois par jour.
La promiscuité pose un vrai problème puisque un des fils rouges par rapport à cette histoire de confinement, c'est ce besoin d'être proche des gens, mais en même temps cette possibilité de pouvoir s'en départir qui est à ce moment-là altérée. Donc il y a différents facteurs de risque par rapport au confinement, notamment une perte de la routine habituelle, avec une mise en place d'une nouvelle routine par le confinement, la distance sociale qui est proposée, le port de masque, le lavage de mains. Le confinement a quelque chose de particulier. On peut l'utiliser notamment en prison afin de pouvoir calmer des émotions négatives et de l'agressivité, de la violence, ce qui prouve bien que ça a un effet quand même important sur la psyché humaine. Mais ça peut venir aussi également attaquer le sentiment de sécurité psychologique, puisque ça peut faire partie des éléments lors d'une audition de garde à vue ou lors d'une procédure malheureusement de torture auprès d'une personne. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce qui va sauver les gens par rapport à ce confinement, c'est le sens qu'ils vont y mettre. Et c'est très important de comprendre que ça va avoir un effet important et protecteur pour la santé des gens. Mais en même temps, l'utilisation qu'on peut faire de l'éloignement, de la mise au banc d'une personne, nous montre que, bah, évidemment, d'une certaine manière, ça va venir attaquer quelque chose au fond de nous qu'il va falloir doucement préserver. Alors, différents facteurs de risque qui peuvent paraître un petit peu drôles dit comme ça, mais qui sont importants. Imaginons-nous encore pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois et demi, et je pense que la majorité des gens, et c'est tout à fait entendable, et moi compris, avons du mal à nous représenter à quel point ça va commencer à devenir fatigant. Majorité d'entre nous pour avoir tendance à ne pas vouloir s'habiller, ne pas vouloir se laver, c'est-à-dire perdre un petit peu les repères habituels, ce qui est une mauvaise chose sur le moyen terme. Un des facteurs de risque, c'est évidemment avoir un espace commun à tout le monde. C'est la perte du lien social, mais également la perte du lien physique. Les frustrations que cela va engendrer, l'ennui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et en même temps, d'autant plus dans une société comme la nôtre qui tolère de moins en moins l'ennui. Un des facteurs aussi, c'est le manque de clarté des messages gouvernementaux, qui peuvent même d'ailleurs être un peu paradoxaux par moments. Et puis un autre élément qui est les angoisses par rapport à la question financière. Donc quelques éléments qu'on pourrait donner comme conseil à tout le monde. Donc l'objectif de cette vidéo est non pas de donner une leçon, mais de peut-être faire surgir la créativité et un bon sens pour pouvoir vivre au mieux cette période qui nous est imposée. Donc il va falloir gérer les espaces vitaux et les contacts. C'est-à-dire que dans une maison, il va falloir avoir des moments et des espaces séparés et des moments et des espaces ensemble. Il va falloir continuer à laver, ranger les choses. Car ce qui est irritant lors d'une soirée peut devenir très rapidement ingérable au bout de plusieurs semaines. Si la vaisselle se cumule, si tout est sale et si rien n'est rangé, on peut se douter que très rapidement ça va créer des tensions au sein de la famille. C'est peut-être l'occasion, si on s'en trouve la force à un moment donné, de faire dans la maison ce qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Se préparer, lire, jouer, cuisiner, ranger. La question finalement, lors d'un confinement, ça n'est pas tant la santé, puisque ça n'est pas une question, c'est quelque chose qu'on va pouvoir endiguer avec des gestes simples et en se contenant bien au confinement. Mais c'est quelque chose sur lequel on a peu prise. Ce sur quoi on va avoir le plus prise, et complètement pour le coup, c'est comment on va utiliser notre temps. Et ça va être la question importante. Et il va falloir penser cela afin de ne pas le subir. L'enfermement, d'une certaine manière, il est également mental. C'est ce qu'on va se dire qui va changer les choses. C'est ce qui va donner de la valeur et de la difficulté ou du sens à ce moment-là. Car on peut rester 5 heures dans un avion et ne pas voir le temps passer, et qu'on peut rester un quart d'heure dans une salle d'attente d'un médecin en attendant une mauvaise nouvelle et vivre très douloureusement ce moment. Donc c'est peut-être l'occasion de se former à certaines choses, de lire, de définir quelques projets.
de faire des plannings avec du plein et du vide, puisque évidemment l'objectif c'est pas non plus de remplir ses journées du matin jusqu'au soir de manière hyperactive, puisque personne ne tiendra pendant 1 mois et demi. La routine, d'une certaine manière, calme. Elle va calmer quelqu'un qui présente des troubles obsessionnels, elle va calmer quelqu'un qui présente un trouble autistique. Donc ce qui nous fait dire que d'une certaine manière, l'humain a besoin de repères, il a besoin de routine pour pouvoir faire face à une sensation de vide. La routine apaise, elle donne un objectif sur le court terme. Donc se laver, se doucher, ouvrir les volets, mettre un réveil, alors pas à 7 heures du matin, mais peut-être à 8 heures, à 9 heures, à 10 heures, mais peut-être éviter de se réveiller à 11 heures, midi ou 13 heures, puisque c'est une problématique qu'on va retrouver chez quelqu'un qui a perdu son travail notamment. C'est son dérèglement des cycles de vie, de ces cycles vitaux, et ceci entraîne au bout d'un moment une sensation de perte de sens et de perte de soi. Donc il va falloir maintenir un minimum ces routines. Éviter la surexposition face à la télévision, donc c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé dans des conférences qui s'adressaient aux enfants, mais c'est également valable pour les adultes. L'idée, ce serait de ne pas se suralimenter d'expositions anxiogènes. Bien évidemment, nous allons tous vouloir savoir ce qui se passe, mais il n'est pas impossible que 1 heure, une demi-heure par jour suffiront plutôt que de laisser la télévision allumée en continu. De toute manière, le confinement va durer plusieurs semaines. Si vous n'avez pas d'informations pendant 5 heures, ça n'est pas bien grave, de toute manière. Mais d'une manière générale, ce qui était valable avant un confinement l'est toujours, à savoir que l'exposition télévisuelle durant des heures et des heures et des heures, des jours et des semaines, voire des mois, n'est certainement pas une bonne chose pour l'organisme, notamment pour votre créativité. Et il va être important de pouvoir continuer à s'activer un petit peu physiquement d'ailleurs. Éviter les grignotages intempestifs, continuer à bénéficier de la lumière, de pouvoir bouger son corps. Toutes ces choses-là paraissent évidentes, mais il va être important de les mettre en place puisque c'est une mécanique qui doit nous éviter de sombrer dans ce qu'on pourrait appeler une forme de syndrome dépressif au bout d'un moment. Pour la question du télétravail, la chose est la même que pour la question des espaces. Il va falloir avoir un espace où vous fermez la porte, où vous pouvez vous concentrer quelques heures si vous le pouvez sur votre travail, afin de ne pas être interrompu par les enfants. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas créer d'angoisse, de conflits au sein de la maison, et de pouvoir aussi expliquer aux enfants que pendant 2-3 heures, papa ou maman va être occupé. Alors quoi faire avec les enfants? Je pense que c'est une question qui est très importante. Donc il est intéressant, il est même important de continuer à faire les cours. Pourquoi? Parce que ça va donner une forme de routine. Alors vous les faites comme vous voulez, le matin, l'après-midi, toute la journée, mais je pense que c'est une bonne chose de pouvoir rythmer ces moments-là, de pouvoir leur donner un horaire de début et un horaire de fin. Ça n'est pas pour rien qu'à l'éducation nationale, on fonctionne avec des créneaux horaires et qu'il y a des pauses. Donc il va falloir intégrer un petit peu ce fonctionnement, y compris dans la famille. Faire attention aux angoisses que les parents véhiculent, puisque la plupart du temps en consultation, les parents peuvent m'expliquer que les enfants ont une angoisse particulière et la plupart du temps elle découle du comportement de l'environnement. Donc si bien évidemment vous êtes face à la télévision depuis 2 heures en étant très angoissé et que vos enfants sont derrière à vous voir mal à l'aise, il y aura une contagion émotionnelle qui va se faire rapidement. Alors après, il y a plusieurs activités qu'on peut faire, qu'il faudrait évidemment ne pas faire toute la journée, puisqu'il va falloir que les parents puissent exister en tant que parents, mais aussi en tant qu'adultes. Peut-être aussi privilégier des moments de couple et des moments où les enfants sont seuls entre eux. Et donc on peut jouer aux jeux de cartes, aux jeux de société, des escape games, des activités manuelles que l'enfant peut faire seul, que l'enfant peut faire avec vous, cuisiner, dessiner, colorier, faire de la pâte à sel. Et encore une fois, éviter à un moment donné une trop grande surexposition aux écrans. Notamment parce que la lumière bleue émise par les écrans, notamment avant de s'endormir, a une capacité à exciter le système nerveux et pourrait créer des troubles du sommeil.
Il y a une chose aussi qui est pas mal, je passe un bonjour à une amie qui a pu mettre ça en place avec ses enfants, faire un carnet de bord, un journal de bord, écrit ou vidéo, pourquoi pas, euh, puisque c'est une bonne manière de pouvoir appréhender ce moment-là et d'en faire sens en famille, plutôt que de simplement subir ce moment-là comme un moment guerrier où on devrait tous se défendre contre l'envahisseur. Donc on peut d'une certaine manière travailler sur ce sens global et ça peut être l'occasion de faire écrire les enfants, de corriger leurs fautes, de les faire dessiner, de faire des vidéos, d'utiliser l'ordinateur ensemble, etc. Il faut bien comprendre que ce qui est fait et que d'une certaine manière, tout ceci nécessite une forme de lâcher prise. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez pu gérer vos comptes au maximum, eh bien, les choses sont faites ainsi. Vous n'avez pas exactement ce que vous voulez dans les placards. Je pense qu'il va falloir tout simplement réussir à trouver à s'adapter. Ça va nécessiter d'une certaine manière, et peut-être que ça n'est pas plus mal, un retour sur le moment présent. Euh, L'avenir, d'une certaine manière, c'est une illusion qu'on entretient, et il est vrai que cette illusion est actuellement troublée. L'imaginaire est bouleversé par des images et des craintes. Mais pour conclure sur cette vidéo, il faut savoir qu'il semblerait qu'on a 13 fois plus de chances de guérir du coronavirus que d'en mourir. Donc il va falloir s'occuper de ce que l'on peut et de lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas maîtriser, de retourner à des éléments fondamentaux, des éléments présents, notamment les relations entre nous, se remettre à lire, se remettre à écrire et pouvoir s'occuper de sa routine qui est extrêmement importante puisqu'on peut passer un mois et demi en subissant cette temporalité, où on peut passer ce mois et demi d'une autre manière, de pouvoir en tirer profit, puisque d'une certaine manière, on peut toujours essayer de tirer profit d'une situation de ce genre. Je passe un bonjour à tous les soignants qui sont actuellement en train de s'occuper des patients et je passe un bonjour particulier à tous les travailleurs sociaux, notamment en protection de l'enfance, qui eux également vont devoir se donner le courage de pouvoir être présents au maximum pour ces enfants qui n'ont la plupart du temps pas désiré être dans ces institutions. Voilà, je vous remercie, à bientôt.